Stéphane Auger, on est là devant des barriques là, dans votre chai à Ampuis. Quand la vigne, le raisin a été récolté, après on le travaille en cave. Alors est-ce qu'avec les changements climatiques, le degré d'alcool tel qu'on le récolte, le raisin, est-ce que ça modifie la façon dont ensuite on fait la vinification et puis dont on fait l'élevage? Oui, forcément, on s'adapte aux vignes sur les méthodes culturales par rapport au changement climatique, mais il faut s'adapter aussi en cave, sachant que toujours, nous, en ligne de mire, ce qui est le plus important, c'est l'équilibre dans le vin. Donc, même le degré d'alcool, on va le contrôler par la date de récolte. Et comme je vous disais, au-delà du degré d'alcool, il y a la maturité phénolique qui est très importante. Donc, forcément, le lien entre la vigne et la cave, c'est cette date de récolte. Et une fois qu'on a pris la bonne décision et que le raisin arrive en cave, il y a quelque chose de très important sur Côte-Rôtie qui prend encore plus d'importance maintenant par rapport au style de maturité qu'on peut avoir dans nos raisins, c'est l'utilisation de la vendange entière. Donc la vendange entière, c'est quelque chose qui est très traditionnel à Côte-Rôtie parce que je pense que dans les années 70, tous les vignerons faisaient que de la vendange entière. Il n'y avait pas des grappoirs. Dans l'appellation, c'est quelque chose qui est arrivé plutôt dans les années 80. Qu'est-ce qu'apporte la rafle justement à la vendange? En fait, la rafle amène un côté on peut parler de côté végétal, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que toujours dans comment on peut l'utiliser aussi, parce que la vendange entière peut être positive comme négative. Donc, je pense qu'il faut bien connaître ces terroirs pour savoir l'utiliser. Et en fait, ce côté végétal va participer à un équilibre différent. Et le but étant de ramener une certaine fraîcheur dans les vins. On peut appeler ça fraîcheur, et une certaine tension aussi. Alors la rafle va ramener un niveau tannique différent. Elle amène aussi beaucoup de potentiel de vieillissement, mais encore une fois, c'est l'équilibre général qui est important. C'est pour ça que le fait de bien connaître ces terroirs en Côte-Rôtie, et comme il y a des terroirs qui sont très différents d'une colline à l'autre, en tout cas moi sur le domaine, j'ai des terroirs où on utilise énormément de vendange entière, et de plus en plus par rapport au style de millésime qu'on peut avoir. Et puis j'ai toujours des terroirs où on ne veut surtout pas amener d'effets extérieurs de la rafle. Donc là c'est des terroirs notamment sur la partie des blondes, sur la partie sud de l'appellation, où les vignes sont éraflées à 100%. Enfin, le raisin est éraflé à 100%. Dans notre région de Rhône-Alpes, on est parfois influencé par ce qui se passe en Beaujolais avec des cuvaisons très courtes. Vous, ça dure combien de temps, la macération, avant ensuite de faire l'élevage? Influencé, il faut savoir que chaque région a sa typicité et on ne peut pas copier une région sur une autre parce que chaque cépage réagit différemment. La vendange entière est encore un bon exemple parce que vous prenez de la vendange entière sur le Beaujolais ou même en Bourgogne, en Gamay ou en Pinot, il y aura un impact sur le fruit du vin, alors que sur la Syrah ici chez nous, la vendange entière va avoir un impact sur le côté végétal. Donc il y a vraiment une réaction très différente, donc on ne peut pas lier forcément les deux. Après, comme je disais au départ, moi ce qui est très important c'est l'équilibre. Donc macération courte ou longue, tout dépend des années, tout dépend le millésime. La durée de macération, c'est pas ce qui va faire de votre vin qui sera plus concentré ou plus puissant. C'est aussi les niveaux d'extraction. Mais on est plutôt entre 2 à 3 semaines quand même. Par contre, il y a quelque chose, oui, suivant le taux de le pourcentage de vendange entière, suivant les années. Par contre, il y a un système qui est très intéressant sur Côte-Rôtie, alors qui est utilisé dans d'autres régions aussi, mais en tout cas sur Côte-Rôtie, c'est quelque chose qui est très traditionnel, c'est ce qu'on appelle le chapeau immergé. Et ce système-là, qui est un système de blocage par système de grille dans votre cuve qui permet d'immerger durant tout le temps de la macération le chapeau, donc la grappe, à l'intérieur du jus. Ça permet de ne pas avoir d'action directe sur le raisin et ça c'est du coup des extractions très très douces. Et je trouve que c'est quelque chose qui prend, comme la vendange entière, qui prend une importance supplémentaire par rapport au style de maturité qu'on peut avoir maintenant. En tout cas, ça c'est un système qui fonctionne si vous avez beaucoup de vendange entière. Voilà. Donc moi je l'utilise énormément, notamment sur tous mes terroirs du nord de l'appellation. Toute cette évolution dont on parle principalement pour les vins rouges, qu'est-ce que ça donne pour les vins blancs? Puisque vous faites aussi du condrieux.
Oui, bien sûr. Alors les vins blancs, il y a une approche bien différente finalement, parce que quand je vous parlais de maturité phénolique, sur les rouges, qui pour moi a plus d'importance que la maturité juste analytique de l'alcool et de l'acidité, à l'inverse, sur les blancs, ben justement, l'équilibre d'un blanc sera vraiment son alcool et son acidité. On a quand même, on peut pas, il ne faut pas non plus passer à côté de la maturité que moi j'aime appeler aromatique, hein, qu'on peut avoir que par la dégustation des raisins. En tout cas, sur les blancs, j'ai plutôt tendance à dire je préfère vendanger un petit peu plus tôt que trop tard. Et des fois, de vendanger entre guillemets en sous-maturité, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif sur les blancs. Au contraire, encore une fois, à adapter suivant le millésime. Alors sur les rouges, la maturité, il faut qu'elle soit là. Vous ne faites pas un grand rouge si la maturité n'est pas là.